Merci beaucoup Étienne et Elena, bien sûr, pour l'invitation. Je suis très honorée et très heureuse de me retrouver dans cette salle où j'ai écrit moi-même ma thèse et je retrouve effectivement d'anciens étudiants, des amis qui ont eu la gentillesse de venir. Alors, le titre est effectivement la spectralité en droit international privé, c'est peut-être assez mystérieux. C'est une traduction provisoire du titre anglais car l'ouvrage se prépare en anglais. Mais la traduction ne collait pas bien, donc j'ai préféré la spectralité qui permet de faire un peu d'anthologie et d'évoquer les fantômes. Le titre anglais, c'est quelque chose comme ontologiser l'altérité en droit international privé. Mais voilà, c'était peut-être moins parlant en français. Alors, ce que je vais faire, je ne vais pas vraiment faire une conférence très formelle. Hein. Je vais vous expliquer quel est ce projet qui est actuellement en cours, qui est à peu près structuré et prêt au fond, en ce sens que je vais réutiliser un certain nombre de concepts dont je me suis déjà servi dans des écrits précédents, mais je vais les développer et les présenter autrement. Et je vais vous expliquer exactement pourquoi je fais ça et pour qui et en répondant à quelles questions, à quelles demandes. Et puis j'ai à peu près 5 ou 6 points qui me permettent de vous dire d'abord quelles sont les prémices un peu théoriques de l'ouvrage. J'irai vite parce que pour des raisons que j'expliquerai, et ensuite en quoi est-ce que ce livre sur la spectralité intéresse directement le droit international privé. Et ensuite je vais vous présenter la structure de l'ouvrage et le contenu et vous donner un exemple de personnage spectral que je vais traiter. Donc le premier point qui est assez important, parce que ça explique le reste, c'est quel est l'auditoire de ce projet et pourquoi est-ce que je l'écris. Et en fait, l'idée même de cet ouvrage vient de conversations que j'ai pu avoir avec des personnes, des chercheurs d'autres disciplines. Particulièrement en sciences sociales. Alors là c'est une catégorie un peu vague, hein, mais des historiens, des anthropologues, des gens qui sont généralement des philosophes convertis qui font de l'écologie politique. Et j'ai constaté qu'ils étaient tous intéressés par le droit, assez fascinés même, mais on avait une compréhension assez pas forcément celle qu'on a de l'intérieur en quelque sorte. Et il y avait l'année dernière, à peu près à cette époque, 3 journées en hommage à Bruno Latour, qui avait des idées sur le droit aussi, mais sur plein d'autres sciences. Et à cette occasion-là, j'ai pu présenter quelque chose qui était un peu du droit international privé version grand public sciences sociales. Et le retour était, contrairement à ce que je pensais, intéressé, mais interrogatif en quelque sorte. Et donc ce livre répond à cela. J'élabore un peu l'intervention que j'ai faite à cette occasion-là. Finalement, je me suis prise moi-même au jeu et finalement j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de choses à approfondir et qui sont intéressantes même vues de l'intérieur de notre discipline. Donc en fait l'ouvrage n'est pas spécialement destiné aux internationalistes privatistes ni même forcément aux juristes.
mais à des gens qui s'intéressent au droit un peu de l'extérieur. Donc voilà l'esprit dans lequel le projet est conçu. Alors quelles sont les prémices théoriques, le cadre théorique dans lequel ce travail se fait? Je vais les énoncer. Là encore, ce sont des choses que vous savez, mais les non-juristes ne les savent pas forcément. C'est-à-dire en gros, très souvent, les gens ont l'impression que le droit se trouve dans un code ou dans un règlement de copropriété ou voilà, ou dans un traité. Et c'est une surprise de savoir que le droit est peut-être plus intéressant que cela. Donc voilà les prémices qui existent. Le premier point que j'essaie d'expliquer et qui explique tout le livre en fait, est que le droit est co-générateur avec plein d'autres disciplines, bien sûr, de ce que j'appelle des ontologies. Et de façon plus simple, on peut dire co-générateur de catégories de personnes. Making up people, c'est la phrase de Ian Hacking, et c'est exactement ça. Alors, l'idée de chercher des ontologies dans les différentes disciplines, c'est pas du tout, c'est pas nouveau. Par exemple, le meilleur exemple est connu de tous, c'est la façon dont Foucault a vu l'émergence du personnage du fou. Le personnage du fou, évidemment, a toujours existé, mais l'émergence dans la conscience collective et dans les doctrines officielles de l'État, etc., du fou, est un phénomène qui a été créé, là encore, pas forcément délibérément, mais par toutes sortes de dispositifs qui, ensemble, ont fait émerger une catégorie de personnages. Il y a un exemple moins connu, mais qui est beaucoup plus proche du droit. En fait, c'est du droit romain. C'est l'homo sacer de Agamben, qui explique comment ce personnage de droit romain a cristallisé une certaine conception de l'humanité et des exclus de l'humanité. Donc, il y a l'idée de chercher des ontologies, c'est pas nouveau. Les chercher dans le droit international privé, c'est peut-être un peu différent. Le deuxième point, c'est que comment concevoir le droit. Là, je reprends une conception socio-juridique du droit. Le droit crée notre univers normatif et constitue notre façon de voir le monde autant qu'on le constitue. Il y a un double mouvement, etc. Là, c'est une définition que je prends à Robert Cover, donc le fondateur des études socio-juridiques, et c'est dire précisément que le droit ne se réduit pas à ce qu'on peut lire dans un code, mais est en quelque sorte partout, et nous vivons dans un univers normatif. Troisième point, quelque chose qui intéresse beaucoup les non-juristes, qu'est-ce qu'on entend, pourquoi est-ce qu'on parle de gouvernance globale, qu'est-ce que c'est que la gouvernance? Ils ont toujours l'impression que c'est une question en gros, d'institution du droit international public. Donc la gouvernance du climat, par exemple, ce serait la création d'une nouvelle agence pour réguler telle ou telle chose. Dans ma conception, c'est beaucoup plus une question des schémas qui organisent et qui expliquent pourquoi on agit, comment on agit. En gros, c'est des schémas qui organisent notre façon de vivre dans le monde. Et je donnerai un exemple de cela. Il y a un ouvrage très intéressant de quelqu'un qui est mort récemment, un anthropologue sociologue américain qui s'appelait James Scott. Et il a un ouvrage très très influent qui s'appelle Thinking Like a State. Eh bien, The Thinking Like a State s'est imposé essentiellement au cours du 19e siècle, avant et depuis.
et il explique comment ce schéma de Thinking Like a State qui a vu apparaître la science, la statistique par exemple, le fait de tout mesurer, le fait de tout uniformiser par exemple, ça c'est un schéma qui est diffus et auquel, me semble-t-il, le droit contribue. Donc le droit dans la gouvernance globale, c'est ça. Quel est le rôle que joue le droit dans cette diffusion d'une certaine vision du monde. Quatrième point, ces schémas sont véhiculés par le langage lui-même, déjà. Et c'est ce qui explique leur caractère engrammé et réitératif. C'est pas facile de ne plus penser comme l'État ou de penser en dehors de l'État. C'est très très difficile. C'est engrammé et notre langage et le langage juridique est en quelque sorte harnaché à cela. Là aussi, les ouvrages il y a une bibliographie là-dessus bien sûr. Il y a notamment une historienne qui écrit des choses très intéressantes qui s'appelle Natasha Whitley, qui dans l'ouvrage explique comment le langage peut engrammer ce qu'elle appelle des états d'insignifiance. Donc elle parle des peuples indigènes par exemple. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas une voix dans le droit moderne? Eh bien parce que le langage ne colle pas. Et cinquième point, il s'ensuit, c'est une sorte de conclusion de cela, que sous toute interprétation juridique, et donc sous toute catégorie juridique si vous voulez, il y a un choix d'ordre ontologique, c'est-à-dire il y a une certaine conception du monde, et là c'est une idée qui se trouve chez les comparatistes, par exemple, les plus intéressants, comme Monasteri, et chez les penseurs de la colonialité qui parleraient de, peut-être pas d'ontologie, mais de cosmologie. Voilà, on arrive à la même conclusion. Donc voilà le cadre théorique, en gros. Le point suivant, en quoi est-ce que le droit international privé spécialement peut venir participer à des conversations à partir de ce cadre et sur les points d'actualité intéressants avec des historiens ou des anthropologues. Et je crois que là, la réponse est évidente pour les internationalistes privatistes, c'est-à-dire que nous nous intéressons à la frontière, à l'altérité, à l'autre, et on est capable d'adopter une perspective d'entre-deux. Je pense que c'est ces trois caractéristiques qui deviennent maintenant très, très intéressantes dans les sciences sociales. Et il est intéressant d'ailleurs que la question de l'altérité c'est pas un sujet en droit, en dehors du droit international privé, et pourtant c'est un sujet dans toutes les autres disciplines de la psychanalyse, à travers l'histoire. C'est maintenant les historiens acceptent, c'est le point oublié de l'histoire. En anthropologie, en sociologie, l'altérité traverse toutes les disciplines, n'est pas le droit, simplement elle réapparaît dans le droit international privé. Donc c'est un point, me semble-t-il, de contact intéressant. Donc à partir de là, et en continuant sur la pertinence du droit international privé, l'idée de l'ouvrage, c'est de s'intéresser à tous les autres qui émergent dans l'entre-deux, c'est-à-dire dans les marges, dans la frontière, entre les cultures, en dehors des sociétés, mais néanmoins partiellement dedans. Donc ce sont des êtres de la frontière, en quelque sorte, et de s'interroger sur le sens de ces entités et quelle est leur fonction. Quelle est leur fonction sociale, quelle est leur fonction politique, quelle est leur fonction écologique, par exemple. Alors,
ce genre de questions, là encore, je ne suis pas seule à les poser. Par exemple, pour les pirates sont un sujet très à la mode dans pas mal de disciplines. Et il y a une étude très intéressante qui a une partie juridique par Mickey Zahr, qui a été publiée dans le European Journal of International Law, où elle fait une recherche sur l'écologie, l'économie politique de la piraterie, c'est-à-dire dans l'histoire. Quel est le rôle des pirates? Pourquoi est-ce que la société capitaliste notamment a toujours eu besoin de cette figure assez romantisée, mystérieuse et en même temps subversif qui vient de la mer et qui habite la mer, qui a évidemment une ontologie tout à fait particulière. C'est une question qui est posée aussi, mais en dehors de toute dimension juridique, par Silvia Federici sur les sorcières. Donc, à quoi sert la figure de la sorcière? À quoi a servi dans l'histoire la figure de la sorcière? Et là, c'est une lecture féministe de ce personnage, mais c'est une autre lecture et qui me paraît intéressant. Et puis, il y a Paul Schiff-Berman qui a posé la même question pour les animaux. À travers les procès des animaux, il y a au Moyen-Âge et à la fin du Moyen-Âge. Et ces études suggèrent qu'il y a une sorte de besoin structurel, que la société a un besoin structurel de ses autres, que la société se construit contre ses autres. Et il y a une très belle question qui est une question juridique, qui est une question posée par l'un des juges de la Cour suprême américaine dans l'époque d'avant, c'est-à-dire dans la préhistoire où la Cour suprême américaine est encore regardable. Et la question posée dans une affaire qui intéressait le Alien Tort Statute, c'est qui sont les pirates d'aujourd'hui? Et on peut poser cette question pour les pirates, mais on peut poser cette question pour les sorcières, pour toutes sortes d'exclus et de gens de rien du tout. Qui sont-ils aujourd'hui? Donc, ce que j'essaie de faire, c'est de ramasser ces questions et les mettre dans une grille d'ensemble qui permet de s'interroger sur nos marges et de leur donner un sens. Et je crois que ça c'est plus c'est non seulement un appel des autres disciplines, est-ce que le droit peut nous aider à faire sens du monde? C'est aussi une demande de la part des étudiants, je pense. À quoi ça sert d'apprendre le droit aujourd'hui, de faire du droit aujourd'hui? Est-ce que ça a un sens? Est-ce que c'est pas complètement dépassé? Est-ce qu'on peut utiliser ces outils pour faire sens d'un certain nombre de phénomènes? Donc, c'est une tentative de répondre à cette demande-là. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans l'ouvrage exactement et quelle est la structure? Ça, c'était une des questions, mais comme tous les thésards le savent, c'est la question clé qui ne se met en place que tardivement. Et en réfléchissant à un ensemble d'entités, de personnages, de créatures, en quelque sorte en demi-teinte, qui sont à la fois parfois intégrés à l'ordre juridique mais stigmatisés, parfois en temps la périphérie des ordres juridiques, parfois privés de droits au sein de l'ordre juridique comme l'homo sacer. En les mettant ensemble, donc c'est la sorcière, le pirate, les migrants, les transgenres, les ancêtres, les prisonniers politiques. Donc on imagine des foules de créatures en quelque sorte. Je me suis rendu compte qu'en fait, il y a deux sortes de frontières que le droit contribue à construire, ou a contribué dans l'histoire de la modernité à construire. Et ces deux sortes de frontières sont les deux axes de l'ouvrage. Je pense que le droit a servi à définir les contours, les frontières des sociétés humaines.
c'est-à-dire le corps politique, en excluant ou en marginalisant en gros les subversifs, les intolérables, les moins que rien, les sauvages. Et le droit a servi aussi à consolider les frontières de la rationalité scientifique en excluant les sorcières en tant que porteuses de pouvoirs surnaturels, mais aussi aujourd'hui les fleuves, les quasi-objets, ça c'est la partie de la tour, hein, les actants, les chamans, peut-être les dieux, les diables, etc. Et il y a une certaine convergence entre ces deux types de frontières qui confirme le fait que on think like a state, mais que ce state est le produit de deux sortes de savoir, en fait. Et il y a une sorte de superposition, mais qui n'est pas totale, entre les deux types de frontières. Et il m'a semblé utile d'essayer de démêler tout ça, de distinguer ces différents types de limites pour mieux clarifier pourquoi on a eu besoin à tel ou tel moment de l'histoire et peut-être dans le présent de tel ou tel type de personnage, de tel ou tel type d'exclus. Alors, point suivant, comment est-ce que tout ça se met en quoi est-ce que ça concerne le DIP, là encore, quels sont les outils du droit social privé que j'utilise? Eh bien, là, ça ne vous apprendra rien, mais c'est plus intéressant pour les gens qui sont en dehors, en quelque sorte, qui découvrent des concepts qu'ils ne connaissent pas. Je vais utiliser des piliers conceptuels de la discipline pour retracer la généalogie et la fonction de ces catégories. Et donc, je vais utiliser l'émergence de l'idée de pouvoir juridictionnel, ce qu'on appelle aujourd'hui la compétence. Je vais retracer l'histoire de l'exception d'ordre public, bien sûr, outil d'exclusion. Et je vais regarder en particulier l'utilisation du statut personnel, notamment pendant la période coloniale, où le droit national privé, là encore, a servi à créer des hiérarchies parmi les populations humaines. Mais je vais aussi pour en quelque sorte, le deuxième groupe, la question de la rationalité scientifique, utiliser les notions d'espace-temps qui sous-tendent le droit national privé, la question de la souveraineté, et la question des catégories juridiques modernes. Donc j'ai en quelque sorte deux blocs qui se répondent et qui permettent de regarder un peu cette double dimension de la frontière et dont la superposition permet d'expliquer un certain nombre de tensions dans les concepts juridiques. Alors, je vais passer tout de suite maintenant à un des exemples, parce qu'il y en a beaucoup. Mais il m'a semblé qu'il y en a un qui plaît généralement aux étudiants, qui parle aux anthropologues, donc, et qui est facile à expliquer, et qui puise dans un des travaux que j'ai déjà cité, donc il est intéressant, me semble-t-il, et plus facile à expliquer. Et c'est l'exemple, le double exemple en quelque sorte de la sorcière d'une part et du souverain d'autre part.
Et il me semble que, d'abord, il y a des liens très étroits entre les deux. Ça, c'est quelque chose qui a été pointé à la fois par Silvia Federici et par P.G. Monateri. Donc, c'est un problème très italien. Mais c'est intéressant. Je m'en suis servi dans mon ouvrage précédent. Et je m'en sers pour trouver une clé généalogique en quelque sorte, ou d'une généalogie des idées relatives au pouvoir juridictionnel moderne. Donc c'est une réflexion sur le pouvoir juridictionnel. Lorsque le pouvoir juridictionnel moderne, le pouvoir juridictionnel est devenu en quelque sorte terrestre et non pas en gros ecclésiastique. C'est ce passage vers du ciel vers la terre en quelque sorte, qui est marqué par une lutte en réalité juridictionnelle. Et donc je retrace cette histoire-là pour pouvoir dire des choses intéressantes aujourd'hui sur la question de la compétence juridictionnelle. Alors la question des sorcières donc permet de poser ces questions parce que la grande époque de la chasse aux sorcières et des procès contre les sorcières s'est placée, mettant entre 1550 et 1650, c'est approximatif mais c'est facile à retenir, 1650 étant bien entendu juste au moment de l'ordre westphalien, et l'émergence de la figure de l'État souverain. Et donc les procès des sorcières et la chasse aux sorcières qui a conduit à l'extermination de centaines de milliers de sorcières et comme le souligne Silvia Federici, toutes des femmes. La sorcellerie est devenue un problème de femmes alors que ce n'était pas le cas auparavant. Cette chasse aux sorcières s'est faite au moment de l'émergence de l'État souverain, au moment de la transition d'une économie féodale vers une économie capitaliste, et dans le contexte également de l'émergence d'une rationalité scientifique que l'on identifie à la modernité. Donc il y a un triple contexte qui me semble très intéressant. Alors, en quoi est-ce que le droit est impliqué par tout cela? Au-delà des procès des sorcières, ce qui est intéressant, c'est que la sorcellerie est devenue l'objet d'une dense activité législative. Les Witchcraft Acts sont venus imposer une peine capitale aux sorcières, par pas mal de législations en Angleterre qui était un système juridique important à l'époque, mais on trouve également influencé par l'Inquisition dans l'Europe continentale des législations à travers l'Europe continentale qui tendaient à exclure les sorcières, voire même leur infliger une peine capitale. Et cette législation anti-sorcière s'est accompagnée par la mise en place de procès, donc une dense activité de procès. Et c'est là où la question du conflit de juridiction est importante, parce que ces procès ont été progressivement transférés du pouvoir de l'Église vers le pouvoir séculier. Donc en gros le pouvoir des rois et les tribunaux de la royauté. Et cela s'est justifié par le fait que la sorcellerie, la pratique de la sorcellerie a été perçue et conceptualisée comme un problème social. C'est un problème de société. Les sorcières qui étaient en quelque sorte le point d'entrée du diable, des démons,
posait un problème de paix sociale. Le problème, c'était la mélancolie par lesquelles les sorcières pouvaient contaminer la société. Et on devine que cette mélancolie était très mauvaise dans une société capitaliste émergente et pas très bon pour la rationalisation scientifique de l'État. On trouve dans les archives des procès pour sorcellerie des choses tout à fait extraordinaires, des témoignages. Et vous pouvez aller sur Gallica, il y a une documentation absolument fantastique, pas simplement les procès de l'Inquisition, mais ces procès séculiers, où se met en place en même temps les premières idées du procès équitable. C'est très très intéressant ce mélange de l'irrationnel et de l'institutionnalisation progressive des procès. On voit la même chose d'ailleurs dans les procès pour animaux, mais qui sont plus anciens, et donc les éléments de procès équitable sont peut-être plus éloignés de la conception moderne. Alors, tout ça, ce n'est pas simplement folklorique. Il y a une conceptualisation de ce qui est un problème pour la société et ce que le droit a besoin de réguler. Et il y a 3 penseurs qui prenaient ce problème très très au sérieux et qui sont les 3 penseurs de la souveraineté. Et donc le premier est Hobbes, bien entendu. Ce qui est intéressant chez Hobbes, c'est qu'en fait, lui, les sorciers ne l'intéressaient pas vraiment en tant que tel, c'était folklorique. Mais il condamnait absolument les croyances surnaturelles qui existaient bien à l'époque, parce que le corps politique était évidemment bien ancré terrestre, de même que le corps biologique était mécanique. Donc pas de surnaturel, pas même de Descartes, hein, pas de corps et d'esprit, mais il y avait le corps mécanique. Donc la sorcellerie en tant que telle ne l'intéressait pas. Néanmoins, sa compréhension du souverain étatique était le Léviathan, qui était un monstre survenu de la mer, des profondeurs de la mer, ontologie mystérieuse, et qui, dans un mouvement ironique tout à fait extraordinaire, a figuré sur la préface première édition du Léviathan présentée au roi d'Angleterre, qui était Jacques Ier d'Angleterre, VI d'Écosse, où la couronne royale a été posée sur la tête du monstre et présentée au roi d'Angleterre. Alors, l'ironie, en fait, était assez bien tournée, car si Hobbes ne s'est pas intéressé plus que ça, sauf à travers le Léviathan, à la sorcellerie, Jacques Ier d'Angleterre a écrit un traité sur la démonologie. Donc, Jacques Ier d'Angleterre s'est inspiré de Jean Bodin, qui, comme on le sait, est le premier théoricien continental de la souveraineté, mais également l'auteur d'un traité sur les démons. Et on voit, James Ier s'est inspiré de Bodin, il le cite, mais ce qu'on voit dans les 2 cas, c'est non seulement un besoin absolu c'est un message urgent adressé à la population de se méfier des sorciers parce qu'elles étaient marquées par le démon et étaient le point d'entrée des démons dans la société, mais il y avait tout un travail très très juridique de classification de différentes sortes de sorcellerie et d'activités magiques. Donc il y avait des catégories qui étaient plus ou moins diaboliques. Il y avait aussi, bien entendu, on parle là à une société où
en tout cas la société rurale, hein, les communautés rurales, croyaient encore très fermement à la présence des fées, à la présence des diables, aux sorciers, aux géants, etc. Donc une classification juridique avec des modes de punition, etc. pour chacun des catégories. Ce qui est intéressant, évidemment, chez Jacques Ier d'Angleterre, qui a donc repris Bodin dans sa chasse à la sorcière et à sa classification de la sorcellerie, c'est que lui-même était le destinataire de la pièce de Shakespeare, Macbeth, qui est totalement focalisée ou totalement hantée par les trois sorcières, dont on sait qu'elles représentaient, les trois, le passé, le présent et le futur. C'est-à-dire que dans la question de la souveraineté qui entre dans Macbeth, parce que, comme on le sait, c'est des conflits dynastiques et des rois qui se succèdent dans des conditions extrêmement violentes, ces rois, évidemment, étaient l'incarnation, étaient encore l'incarnation divine de la souveraineté. Et cette conceptualisation de la souveraineté est allée de pair avec une certaine conceptualisation de l'espace-temps, de la spatialité, de la temporalité. Et ces choses me paraissent très très intéressantes dans un contexte où précisément la rationalité scientifique était en train de découvrir la perspective de territorialiser et de linéariser le temps. Et les sorcières représentaient une sorte de contre-pouvoir ou contrepoids à cela, puisque les sorcières mélangeaient l'espace et le temps. Elles étaient à la fois ici et là-bas, ici et pas ici. Et la métaphore qui est utilisée, qui est le tissage, je ne sais même plus comment ça s'appelle, bref, les... Quoi? La tapisserie. Le fait de tirer le fil, enfin bref, enfin c'est une métaphore, oui, le filage, voilà, et le fait de couper le fil, ça c'est les trois sorcières. Donc, et tout ça était destiné, évidemment, était présenté à James Ier qui était en train de théoriser la souveraineté et théoriser les sorcières en même temps, qui aussi était présenté dans la pièce comme étant le descendant de Banquo, dont les sorcières avaient prédit que, en dépit de tout, c'était les descendants de Banquo qui allaient survivre ces massacres, ces assassinats successifs. Donc il était flatté par la succession, mais en même temps, il y avait des liens entre ces conceptions très théoriques et les tensions qui étaient déjà apparentes. Alors, je finis là. Sans doute ai-je parlé trop longtemps, oui. Tout cela, l'exemple évidemment dans le chapitre que je suis en train d'écrire, en fait, ou mettre au point, il y a beaucoup de choses sur l'idée de juridiction, de pouvoir juridictionnel, de conflit de juridiction, de comment on entend ce pouvoir juridictionnel terrestre. C'est une généalogie des idées, c'est-à-dire comment est-ce qu'on explique les conflits et les tensions qui existent dans le présent. Par exemple, si on prend le droit positif, hein, où on voit bien que les juges ont du mal à déterminer les contours de leur pouvoir juridictionnel à l'égard d'un certain nombre d'entités, par exemple les groupes. Pourquoi ces tensions? Il est intéressant de remonter vers l'histoire justement pour les expliquer, pour en retracer les vestiges.
Donc il me semble que même en prenant quelque chose d'apparemment relativement lisse comme le pouvoir juridictionnel, lisse, c'est-à-dire établi, acquis, on sait ce que c'est, défini, on retrouve des tensions entre une aspiration à la modernité et puis et la rationalisation scientifique, et puis quelque chose qui confine au monde invisible et assez mystérieux des créatures comme le Léviathan. Pour revenir à la tour, je dirais que tout ça, ça permet, à partir du droit et particulièrement de cette discipline qu'on a la chance d'étudier, de connaître, pour répondre à la question est-ce qu'on a déjà été moderne? Donc ça c'est la référence à l'ouvrage de Latour qui est « Nous n'avons jamais été modernes ». Il ne posait pas la question exactement dans ce sens, mais c'est une question. C'est-à-dire dans quelle mesure est-ce que notre droit d'aujourd'hui est vraiment rationnel? Est-ce qu'on peut chercher dans ces tensions que porte le droit moderne dans l'histoire des clés pour comprendre voilà, les mystères de la gouvernance globale, pour citer un autre ouvrage plutôt d'économie politique, mais voilà, la gouvernance globale est un mystère, on le voit. On le voit dans notre état du monde qui est catastrophique à plein d'égards. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Eh bien, et pourquoi est-ce que le droit nous aide pas? Pourquoi est-ce qu'on y croit, on n'y croit pas? Voilà. J'essaie de retracer un peu ces tensions. Donc voilà le projet. Et je suis ravie d'entendre vos questions et vos critiques et vos suggestions d'ailleurs. Merci.